Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Face à Face entre coachs. Bonjour à tous. Donc le but, 5 questions chacun et on y répond, tout Ouais. simplement. Des questions sur le thème de la force athlétique, le weightlifting, des questions un peu plus perso. C'est parti? Allez, let's go. Allez, je te laisse commencer. Du coup, première question pour toi, Mehdi. Moi, j'aurais aimé savoir, maintenant que tu as fait un peu de street, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu préférer ou aimer par rapport à toutes tes années de pratique en power, ou qu'est-ce que tu as pu observer comme différence qui ont pu te plaire? Différences qui m'ont plu. Si on a. De façon générale, déjà le fait que ça change Mm. par rapport au power, parce que j'en ai fait 7 ans, donc forcément c'était un peu lassant. Ouais. Là, ça a permis de vraiment changer les formats d'entraînement, etc. Donc ça, c'est cool. Un truc que j'ai bien aimé, c'est que mes séances étaient plus courtes Mm. par rapport au power. Après, ça, je suppose, ça dépend de la programmation du format d'entraînement Ouais, c'est ça. de chacun. Après, c'est vrai que tu as eu deux mouvements en street, traction et dips. Nous, on en a quatre. Donc voilà, c'était quand même un format, on va dire, diminué, mais c'était quand même des mouvements Ouais. qui définissent pas mal le street, hein, traction dips. Donc, Ouais. Même sur, je pense, même si on ajoute des muscle-up ou un squat, si tu fais, enfin, je connais pas genre la base de la programmation en street, ce qui se fait le plus. En power, on sait que c'est soit du NPD, soit du deux mouvements la plupart du temps par séance. Là, même en street, tu fais deux mouvements, quand tu fais traction dips, Ouais. ça dépasse rarement 2 heures, même avec un peu de renfort. Alors qu'en power, quand tu fais deux mouvements, t'en as pour un peu de renfort, t'en as pour 2h30 minimum. Si t'as des gros top sets, ça peut monter à 3 heures. Ouais. Donc le fait que je sois dans une phase où je mets l'entraînement un peu de côté, ça m'a vraiment bien plu, le fait que ce soit un peu plus court au niveau du timing de séance. Ok. Ça c'est cool. Ok. J'ai répondu à ta question. Parfait. On va rester dans le thème streetlifting. Alix, pourquoi le streetlifting? Ça, c'est une très bonne question, Mehdi. Pourquoi tu as choisi ce sport? Bah, en Nouvelle-Calédonie, quand je faisais de l'athlétisme, on est souvent au bord de la mer, quand même, là-bas en Calédonie. Et du coup, tout le côté côtier est quand même pas mal développé. Et ils ont fait pas mal de parcs de street un peu partout. Donc on avait souvent et facilement tendance à aller faire des tractions, tester des muscle-up parce qu'on voyait d'autres comment faire, des pompes, voilà, pas mal de trucs comme ça. Donc en parallèle de l'athlétisme pendant pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait pas mal de tractions à poids de corps, de pompes à poids de corps. Et j'ai commencé à aimer ça, surtout les tractions. Et voilà, petit à petit, quand je suis arrivé ici en France pour mes études, j'ai commencé à vouloir me lester, à vouloir progresser là-dessus. Et j'ai petit à petit un peu lâché l'athlétisme pour ce sport-là. Et voilà, maintenant, je suis très content d'avoir testé tout ça. Et à partir de quel moment tu t'es dit ça va vraiment être mon sport à temps plein? Est-ce que tu as vu des gens en faire? Parce que streetlifting, si t'es pas un peu sur les réseaux de toi, tu connais pas trop le sport en soi. Avant même de faire du streetlifting, juste déjà quand je faisais un peu des tractions au poids de corps, j'ai toujours été très très inspiré par Ludo et Baki. Pour moi, les deux plus grands streeteux, deux parmi les plus grands en France en tout cas, et même dans le monde. Ils m'ont toujours beaucoup motivé. À un moment, ils avaient aussi une chaîne YouTube, Strong Vision. Voilà, tout leur travail et leur entraînement et leur niveau m'a énormément motivé à commencer. Et de base, je faisais vraiment que des tractions et des pompes. Et un jour, j'ai voulu tester les dips et je me suis lesté dès les premiers jours pour voir un peu ce que je valais. Et j'ai eu une performance qui m'a pas mal surpris, donc j'ai voulu continuer. Et je suis assez content maintenant d'avoir prolongé tout ça. Et tu t'es dit, waouh, je suis vraiment trop fort. Non, je vais en faire un non, sport. pas trop fort, ça c'est pas le cas du tout. Mais je sais pas, je m'attendais à beaucoup moins. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc, au moins voir un peu ce que ça vaut sur 2-3 mois. Et voilà, après, Un petit potentiel. Et tu t'es déjà comparé aux autres par rapport à la perf, ou alors tu t'es. Ouais, si, en vrai, moi j'aime beaucoup la comparaison, c'est ce qui me motive quand même. Et c'est pour ça que je fais de la compète. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de la compète pour ça aussi. Euh, j'adore progresser et essayer de voir un peu ce que je veux aussi par rapport aux autres. Ok, parfait. Alors, du coup, moi, là, ça fait environ presque 3 mois que je te coach en street. Là, on est passé du coup ce mois-ci sur des singles, donc probablement la semaine pro, tu vas pouvoir avoir un aperçu de ton niveau sur les mouvements. Ouais. Et est-ce que potentiellement, tu aurais envie de faire une compète de street un jour ou pas, toi? Honnêtement, non, je pense pas. Peut-être pas. Parce que ça, c'est rarement ce qu'on conseille à tous les athlètes, Ouais. d'attendre d'avoir un niveau pour le faire. C'est ce qu'on ne conseille pas.
Alors, on dit que vaut mieux prendre l'expérience le plus tôt possible. Ouais. Mais moi, je sais que je vais pas faire du strict pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. C'est vraiment juste une passe pour changer mes formats d'entraînement, pour voir toi aussi comment tu programmes et comment tu fonctionnes en tant que coach. Donc je sais que je vais pas en faire très longtemps. Donc si j'avais pour objectif de faire du street en compétition ou quoi sur long terme, je l'aurais fait, même avec un niveau très faible. Mais là, je vois pas trop l'intérêt à part me tester en condition vraiment compétition, mais je préfère faire un type de mock meet plutôt que vraiment m'investir pour aller en compétition, etc. Sachant que j'ai un niveau un peu éclaté au sol. Bon, c'était quand même bien que tu puisses faire ça de ce format, histoire de voir un peu, découvrir ce que c'est, et puis surtout si en plus ça te déchargeait un peu tes séances et que tu pouvais penser un peu autrement au niveau de la force et du sport en général, ça a été un bon petit joker pour l'instant. Ouais, franchement c'était cool, ça a permis de maintenir un peu juste les entraînements de force, même si c'est pas du SBD, et le renfort à côté, etc. Tout en ayant des séances plus rapides, donc ça c'est vraiment cool, mais en compétition, j'ai dit tant que j'ai pas au moins 70 en traction, au moins 100 en dips, je vois pas trop l'intérêt de faire ça en vrai. Voilà. Tu voudrais que je fasse une compétition? Pourquoi pas, écoute, si tu continues. Un mock au moins un petit mock meet, voilà. Un mock meet, ça peut être sympa. Un mock meet pour conclure le mock meet, c'est sur les 4 mouvements. Ouais, je vais faire une seule. On a trouvé un. C'est vrai que t'avais déjà réussi à poids de corps, donc il y a moyen. Mais pourquoi pas tester avec 2,5 5 kg. 2,5 5 kg déjà propre, ça serait vraiment un bon petit truc déjà. Il faudrait qu'on essaye de trouver un endroit où je puisse tester. Ouais, un endroit où on va pas se prendre le plafond dans le C'est mieux. Ok, deuxième question. Quel est le format d'entraînement que tu proposerais à un athlète qui n'arrive pas à faire un seul dips? N'arrive pas à faire un seul dips. Alors déjà, on va essayer de décharger au maximum la tension qu'il peut avoir. Par exemple, je lui proposerais de faire du dips élastique. Donc peu importe l'angle élastique, tout ce qu'on veut nous, c'est commencer à créer du volume et lui donner une proprioception un peu de l'amplitude et tout qu'il faut sur le mouvement. Donc faire des dips un peu délestés, peu importe le nombre d'élastiques, et tout en lui expliquant vraiment la technique, en essayant de lui faire s'approprier déjà tout ce qu'il faut avant de commencer à pas de corps, et ensuite monter progressivement. Donc d'abord, dans tous les cas, faire les dips, peu importe le nombre d'élastiques, peu importe le fait que ce soit délesté. Franchement, même si c'est un exemple un peu exagéré, mais même s'il nous met 10 élastiques, en vrai je m'en fous, ce que je veux c'est qu'il fasse son volume, de toute façon ça va renforcer les zones qu'on recherche pour le dips, et que la forme soit stricte dans tous les cas, comme ça il commence déjà avec une forme qu'on veut et standardisée, et après on pourra développer ça petit à petit, et potentiellement enlever des élastiques et ensuite peut-être lester un jour. Tu vois. Ok, donc d'abord travailler technique, et petit à petit délester. Technique, volume et régularité, et petit à petit il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas. Et en termes de format, série, répétition, etc., sur les élastiques, tu partirais sur quoi? Étant donné qu'on est plutôt sur du volume, il faudrait vraiment déjà, de 1, qu'il y ait une forme irréprochable sur toutes ces répétitions, parce que sur le volume, on a souvent tendance quand même à un peu plus négliger la forme, parce qu'on ne peut pas être concentré sur toutes les reps. Et le format, je mettrais entre, je pense, 8 et 12 reps, un truc similaire. Peut-être entre 3 et 5 séries, vraiment pour commencer à créer une capacité de travail, un bon volume, et s'il arrive à être propre sur toutes ces reps, pour tout ce volume-là, je pense que c'est déjà un bon indicateur pour continuer après, et il sera sur la bonne voie. Et par exemple, t'enlèverais un élastique à partir du moment où il arrive à faire 3 x 12. Ouais, c'est ça. Là, tu passes un élastique en moins, il fait 8 reps, et après tu. Ouais, exactement. Pareil. Palier par palier, petit à petit, peu importe le temps que ça prend, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est qu'il arrive à l'objectif un jour, et que voilà, il progresse tout simplement. Ok, ça me va. J'aime pas ça. Mais du coup, en troisième question, moi j'aurais voulu savoir que dans ta vie de coach et d'athlète en même temps, quel a été ton plus gros challenge, soit en tant que coach et en tant qu'athlète aussi du coup. Ça peut être une compétition, une échéance pour un athlète et même pour toi. Plus gros challenge. Ouais, en tant que coach en premier. Ok, en tant que coach. Ok, j'avais celui en tant qu'athlète. Mais vas-y, commence par celui en tant qu'athlète. Ok, je commence ça teste du temps. Plus gros challenge. Attends, j'en ai un, mais je réfléchis, voir si on est pas un autre. On a trop. Non, en vrai, pas tant que ça.
Ok, j'en ai deux. Je vais choisir le numéro 1. Ça me va. Je pense que le plus gros challenge, le truc qui a été le plus compliqué à amener des adaptations, etc., c'est la nouvelle règle au bench, tout simplement. Pendant, je sais pas, 6-8 ans, j'ai travaillé sur un mouvement très précis. C'était ton mouvement le plus fort en plus. Le mouvement le plus fort et le mouvement où, techniquement, entre l'ancienne règle et la nouvelle, il y a tellement un écart immense que en fait, c'est comme si je reprenais un nouveau mouvement, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que c'est des amplitudes que j'avais jamais travaillées, des formats que j'avais pas fait de base, etc. Ouais. Donc, j'ai dû, en gros, laisser de côté les multiples années que j'ai travaillé pour optimiser au détail près une technique parfaite sur le mouvement que j'avais réussi à faire et recréer un nouveau mouvement de A à Z. Donc ça a été, je pense, le plus gros challenge en tant qu'athlète, tout en évitant les blessures, chose que j'ai plus ou moins réussi. Parce que c'est un peu de tension du coup avec cette technique qui pèque, mais bon, c'était inévitable, c'est sûr. Et garder un certain niveau de performance tout en essayant de gérer le côté social, parce que les gens forcément, j'avais gagné toutes les compétitions jusqu'à présent au niveau inter, au niveau France, etc. Je venais de faire les records du monde, et là les nouvelles règles, ok, qu'est-ce que tu vas faire avec les nouvelles règles, etc. On t'attend en gros. Moi j'ai réussi à être champion de France dès la première année, donc c'était cool. Après je peux participer aux compétitions internationales parce que j'en voyais pas trop l'intérêt de participer à un championnat du monde alors que je viens de recommencer à faire un nouveau mouvement et mes perfs étaient corrects. Ouais, c'est ça, mais je savais que j'allais être 3e au mieux, donc se déplacer, investir de l'argent, du temps, pour ça, moi ça m'intéresse pas. Surtout quand tu viens de gagner plusieurs fois d'affilée, tu te déplaces et tu es sûr d'être max 3e. Moi ça m'intéresse pas en tant que compétiteur. Tu vises plus haut. Ouais, par l'habitude et tes salariés aussi. Mais je pense que c'était le plus gros challenge. Après, malgré le gros gap qu'il y a eu entre la part que tu as fait sur cette technique et la nouvelle, tu as quand même sorti quelque chose de très solide avec la nouvelle technique qui était aux normes et que donc, tout le monde est conforme à ça maintenant. Tu m'avais dit, c'était quoi, 185 t'avais fait j'ai fait 185 en entraînement, 170 en compétition avec un peu de marge. Donc ça reste quand même très très solide. C'était correct en peu de temps. Mais en fait, le plus chiant, c'est que si tu avais une technique banalisée au standard à chaque fois, et juste tu retravailles sur ça, c'était pas problématique. Là, le plus chiant, c'était qu'à chaque fois, je devais réfléchir à la technique et au standard pendant les entraînements. Du coup, j'étais pas du tout focus sur mes entraînements. Moi, j'aimais bien avoir pas mal de hype et tout. C'est ce qui me permettait d'améliorer mes perfs. Et là, j'étais juste en train que, ok, faut que je vois s'il y a 1 cm de plus, c'est bon ou pas. Ok, je dois adapter pour la série d'après, etc. Ouais, t'avais pas encore cette proprioception et du coup, tu pensais plus qu'à ça qu'à pousser. Je pensais juste à la technique à chaque séance. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui m'a saoulé pour la force. C'est que je devais juste réfléchir à la technique H24 plus qu'à forcer. Ça, alors, le sens même du sport, c'était ça qu'on fait aussi, c'est forcer. Et le fait que ce soit pas à chaque fois standardisé, j'ai l'impression de m'entraîner un peu et j'arrive en compétition comme les championnats de France et au final c'est un peu aléatoire. C'est complètement aléatoire en fonction déjà des arbitres et moi ça peut être plus ou moins ambigu. Forcément après c'est compliqué de voir l'arbitrage. Donc m'entraîner, m'investir à 100% pour un truc aléatoire, c'est intéressant. Les incertitudes font quand même pas mal flipper du coup de s'entraîner si tu sais pas trop quel va être le résultat. C'est ça, j'aime pas investir du temps pour rien, j'aime même que tout soit optimisé. Du coup, c'est un gros point noir, du coup le plus gros challenge en tant qu'athlète. D'accord. En tant que coach, réfléchis. C'est dur, hein. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, une perf que tu as fait faire à un athlète qui t'a rendu hyper fier ou une compétition que tu as fait gagner à quelqu'un ou je sais pas. C'est un challenge ça ? Ouais, pour moi c'est un challenge, c'est réussir à faire atteindre un très gros objectif autant pour toi que pour une personne ou un truc qui t'a marqué, pas forcément la plus grosse perf que tu as fait faire, tu vois. Ok, moi je pense que j'en ai quelques-uns. Ok, c'est bon. Plus gros challenge en tant que coach, c'est quelque chose que moi j'apprécie à chaque fois. C'est avoir un athlète qui a un niveau débutant, ou en tout cas qui débute le sport, et l'amener au plus haut niveau.
Donc, même si c'est un athlète qui débute mais qui a un niveau intermédiaire par rapport à la concurrence, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours fait que cet athlète, parce qu'il a un potentiel, parce qu'il a une bonne base, sera champion du monde, participera aux Il y a plein de critères qui s'ajoutent. C'est ça. Il y a énormément de critères. Et un mauvais coaching, une mauvaise programmation peut faire passer un athlète qui a un gros potentiel, un athlète qui se crame, qui se blesse, qui juste ne réussit pas à ses objectifs. Du coup, le plus gros challenge, c'est d'avoir des athlètes avec un fort potentiel, en tout cas ce que je pense, avoir un fort potentiel, et réussir à les amener jusqu'au plus haut niveau. Et ça, c'est un truc que je suis plutôt fier, c'est d'avoir eu plusieurs athlètes qui venaient de commencer la force, qui venaient de commencer le bench, etc. Et d'avoir réussi à les amener juste au titre de champion du monde, et d'avoir réussi à refaire ça plusieurs fois et pas juste c'est un peu de chance, on a été champion du monde, tu as participé à une compétition internationale, tu as été champion de France, une fois c'est tout. Réussir à banaliser ça et leur faire réussir leur objectif et réussir ça plusieurs fois sur plusieurs athlètes. Tout le processus a été hyper gratifiant et puis même ça a conforté le fait que tu faisais du bon travail aussi. Donc du coup, pourquoi pas continuer avec d'autres et continuer à récolter un peu les fruits de ce plaisir-là aussi. C'est ça. Quand j'ai un nouveau athlète, tu arrives quand même à voir plus ou moins avec l'expérience si cet athlète a un très fort potentiel, s'il a un potentiel, s'il va être fort, il va progresser ou autre. Et quand tu décèles vraiment un très gros potentiel chez quelqu'un et que tu arrives à le faire progresser autant que toi tu voulais, et par rapport à tes espérances, entre guillemets, c'est très gratifiant. Ouais. Ok, ça marche. C'est cool. Réponse validée. Merci. Alors, question un peu plus perso. Ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins en France comparé à la Nouvelle-Calédonie. Ok. Il faut remettre du contexte, il vient de Nouvelle-Calédonie. Et ça fait combien de temps que tu es en France? Là, je vais sur ma 4e année, ça fait un peu plus de 3 ans et demi là. Tu as vécu en Nouvelle-Calédonie? J'ai vécu 20 ans en Calédonie, enfin 19 ans du coup. Et là, ça fait 3 ans et demi que je suis là, un peu plus. Du coup, ce que tu préfères, ce que tu aimes le moins en France? Ce que j'aime beaucoup en France, en tout cas pour commencer, c'est toutes les opportunités et les infrastructures sportives. Même le côté pro, toutes les organisations sont quand même bien au-dessus de ce qu'on peut proposer en Calédonie. Principalement dans le sport, c'est le sujet qui m'intéresse le plus, moi, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Et après, faut pas généraliser comme pour tout, mais je trouve quand même que en France, les mentalités sont correspondent moins avec l'image que j'ai des gens, par exemple en Calédonie. Peut-être un peu plus, on va pas généraliser, mais un peu plus de. Tu peux généraliser, hein. Un peu plus des gens un peu plus stressés, un peu plus renfermés, et puis ça se mélange un peu moins. Après, il y a toujours plein d'autres gens qui sont très bien, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas généraliser. J'ai beaucoup de très très bons amis maintenant en France, mais voilà, moi ce côté île vraiment très détendu, un peu pas zen, mais je sais pas, le côté île un peu le cliché, ouais, moi ça j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, c'est une mentalité, je pense qu'il faut y aller pour comprendre et y vivre aussi pas mal de temps. Mais ok, on y va quand? Demain. Let's go. Mais ouais, j'ai envie de dire, c'est quasiment un autre monde en vrai, quand même, à tout niveau. Donc voilà, et puis vu que je suis né aussi là-bas, ça m'influence beaucoup aussi pour dire ça. Donc j'adore ce pays et je retournerai vivre là-bas un jour, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Tu penses retourner là-bas quand? Une fois que, par exemple, tu as une base d'athlètes stable pour le coaching en ligne? Ou à un autre moment? Est-ce que tu as un objectif que tu réussis et tu sais que tu retournes je sais que en partant de là-bas, ça a été très dur parce que on quitte toute sa famille, on quitte tout ce qu'on connaît. Moi, je connaissais quasiment pas, je connaissais personne en France. Mais je pense retourner là-bas quand même dans beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, histoire de bien avancer au niveau pro ici, même niveau perso, au niveau compétition et tout. J'ai envie de faire des choses, d'aller le plus loin possible dans ce lifting aussi, moi personnellement. Donc voilà, une fois que j'aurai fait le tour un peu de tout ça, je pense pendant quand même pas mal de temps, je retournerai probablement là-bas pour y vivre. Et voilà. Ouais, parce que forcément, si tu retournes en Calédonie, c'est loin les compétitions, c'est compliqué. Alors, surtout en street lifting. Je pense pas que tu vas faire les 24 heures, 36 heures de transport pour une compétition. Et surtout, c'est très très cher aussi le billet. Donc voilà, c'est stratégiquement pas très intelligent d'être là-bas pour faire le sport que je fais, le travail que je fais. Ok, et puis même, tu vas créer tout un réseau, Ouais, c'est ça.
ce soit des amis, que ce soit au niveau pro, etc. ici. Ouais. Du coup, ça va faire un peu comme quand tu es parti de Calédonie de C'est base. ça, ouais. Tu vas tout requitter ici pour repartir. Ouais, voilà. Après, maintenant, en vrai, je te dis, j'ai réussi à me faire des rencontres, des super rencontres ici en France que j'aurais jamais pu faire en venant ici. Donc, je suis quand même très très content d'être venu en France et chaque jour, je suis quand même heureux d'être là. Donc, Ouais, c'est le principal. Donc, ouais, carrément. ok, c'est Euh, validé. Merci. C'est vrai. Donc, pour mon avant-dernière question, du coup, Ok. si je ne m'abuse, ma question, ça serait de savoir quelle est pour toi, toute catégorie confondue, ta performance, enfin la performance qui t'impressionne le plus en powerlifting, ou aussi peut-être en weightlifting, si t'en as déjà vu un peu, mais principalement en powerlifting, que ce soit femme, homme, toute catégorie confondue, handicapé, pas de soucis là-dessus. Non, mais c'est vrai. Ok. Vraiment, tout ce qui est PLC en powerlifting, Ouais. c'est quoi le Graal pour toi de la performance sur un mouvement? Déjà, je pense que ça sera sur du squat. Mhm. C'est le mouvement où même si tu as des athlètes qui sont plus ou moins optimisés niveau technique, quand tu prends un bench, bah, tu prends mon bench. Ouais. Je trouve ça vraiment spectaculaire, un bench avec un hyper pontage, très peu amplitude. Je trouve pas ça spectaculaire un deadlift sumo avec très peu amplitude non plus. Ouais. Et pourtant, il y a des super performances dans les deux. Bah, un bench avec un gros pontage, un mec qui fait 250 ou quoi, c'est énorme. Un mec qui fait un deadlift à 400 avec un hyper sumo hyper optimisé, c'est impressionnant. Ouais. Mais moi, ça m'impressionnera beaucoup moins qu'un squat comme un Ray Williams ou un Ouais, Jus Olivares. Il squatte une demi-tonne, ça va être ça. Et l'équipé, moi, ça m'attire pas forcément. Un peu pour les mêmes raisons que le sumo ou le bench. Donc, je partirais plus sur un squat raw. Ok. Du coup, un Jus Olivares ou un Ray Williams à Ok. 400, Quasiment 500 kilos. ouais. Mon Sheffield demain, on va voir s'il bat son record. Exact. Là, on est vendredi, demain c'est Sheffield. Ouais. On va filmer ça en plus. Donc, ouais, je pense que c'est un squat comme ça. Je mise sur 480 pour Olivares. Ok. Il a fait un 475 là qui était pas mal. Donc, Ouais, s'il n'y a pas 500, je viens pas. bon, ben. Ouais, je pense que c'est un squat comme ça, Ray Williams, où j'ai vu ça. Ok. Ça me va et ça m'impressionne aussi. Ouais. Bah, comme j'ai dit, c'est vraiment le mouvement où les mecs sont pas forcément. Enfin, ils sont optimisés pour le squat forcément. Oui. Mais il n'y a pas une technique extrême qui explique qu'ils font. Ouais. C'est juste le mec à un Ils sont forts. Quoi. Ouais. Comme moi. Exactement, squat. Je suis une référence. C'est un peu un squat qui totale un peu les totaux qui en street. Bah écoute, c'est le total en street que j'aimerais bien faire, 500 kilos déjà. Et après, on verra, mais il a mon niveau sur un mouvement. C'est pas mal. Ouais. Ok, avant-dernière question également. Quels sont pour toi les 2 points techniques les plus importants pour réussir et optimiser une traction? Alors déjà, pour la traction, les 2 points les plus importants pour que ça soit valide, c'est le plus important quand même, parce qu'on fait de la... Là, ok, on parle de standard et tout, mais je parle plus en tant que perf. Genre, dans le perf, fait un max tout en étant dans les standards. Bah, ça dépend du niveau de l'athlète. Je pense que attends, je te donne un contexte. Vas-y. C'est un athlète qui a une traction environ 70 kg. Ouais, ça va, c'est pas mal. Il a 2 ans et demi d'expérience, il fait 70 kg. Ok. Bah déjà, en fonction de l'athlète, vu qu'ils sont pas tous pareils, on va essayer d'identifier son point faible. Hein. Imaginons que son point faible, c'est la phase haute. Bah forcément, on va lui faire tirer le plus haut possible, faire des pauses, faire plein de variations comme ça qui vont pas mal solliciter le maillon faible de la chaîne. Donc pour lui, ça sera la phase haute. Et aussi, je pense que les tractions, ça nécessite une certaine régularité, peu importe le niveau que tu as. C'est un mouvement qui est quand même très très spécifique et qu'on peut difficilement faire progresser autrement qu'en en faisant, même si les renforts sont très utiles. Donc déjà, identifier son point faible et le renforcer via différentes variantes et construire une bonne régularité. Et voilà, je pense que ce sera déjà 2 axes qui sont quand même primordiaux pour qu'une traction soit bien boostée. Ok. Et vraiment au niveau technique pur, ça serait quoi les 2 points clés pour... 2 points clés. Déjà, pour moi, il y a l'écartement des mains. Donc, en fonction de son ouverture un peu scapulaire, il faut qu'il trouve le bon écartement pour laisser passer le menton le plus facilement possible. Et donc aussi avoir un tirage le plus optimisé possible.
fonction de comment il se sent. Parce qu'en fonction de l'écartement, tu n'as pas forcément la même force. Hein. En deuxième point, je dirais que c'est quand même assez difficile à globaliser. Hein. C'est très très spécifique à chaque personne. Je vais prendre mon exemple par exemple, vu que j'ai quand même pas mal de points faibles sur le tirage. Moi, ça serait comme point clé pour ma traction, c'est d'avoir un écartement de main pas trop assez proche, on va dire, et aussi de mettre les poids pas trop bas. Évidemment, il faut quand même garder les jambes bien tendues, mais les mettre un petit peu en dessous des genoux. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise sur le tirage qu'en les mettant plus bas. Ok. Tu sais pourquoi tu es plus à l'aise comme ça? Je pense que le centre, enfin, au niveau du centre de gravité, je préfère avoir le poids plus proche. En tout cas, le transfert de force quand je tire, pour moi, il se transfère mieux. J'ai beaucoup plus l'habitude de par le temps que j'ai tiré comme ça. Ouais. Et aussi en écartant, en rapprochant les mains, je me sens beaucoup plus capable de mettre de la vitesse et de finir un peu plus haut qu'en écartant plus les mains. J'ai un départ beaucoup moins rapide aussi en écartant les mains. Donc, ok. Moi, c'est vraiment le truc où je sais toujours pas, hein, parce que c'est pas en 3 mois Ouais, que tu ouais. connais ce qui est optimisé pour toi. Mais j'arrive Ouais, pas faut à essayer. trouver mon écart de main. J'ai l'impression que peu importe l'écartement des mains que je prends, peu importe si je mets le pouce Ouais. au-dessus ou autour de la barre, rien ne change. Ouais. Alors, en fait, au niveau du pouce au-dessus et en dessous, je pense que c'est plutôt sur l'endurance que ça va jouer. Après, en force, ça va être un peu au niveau des préférences. En tout cas, moi, ça m'impacte pas du tout, je trouve, quand j'essaie les deux. Après, au niveau de l'écartement des mains, je dirais que plus on va écarter les mains, plus la phase haute ou le passage de menton va être quand même facilité, même surtout sur des pauses. Après, pour le départ, en bas, ça va être plus dur de mettre de la vitesse si les mains sont pas mal écartées que si on avait les mains plus proches. Et du coup, l'inverse, si on a les mains plus proches, la phase haute va être quand même pas mal, va être plus dure parce que on va souvent avoir les bras et les coudes un peu en opposition pour venir mettre le menton dessus. Donc, c'est vraiment très spécifique un peu au morphotype et à la génétique aussi de chaque personne et de l'habitude qu'il a pris en commençant. Ok, merci. De rien. Et du coup, Mehdi, ça arrive. Ouais. Ma dernière question, ça serait de savoir, dans tous les pays que tu as pu faire, que ce soit en tant que coach ou en tant qu'athlète, lequel, selon toi, t'a paru le plus développé pour la pratique du powerlifting et en tant qu'athlète ou en tant que coach, avec les meilleures infrastructures, le meilleur matos et une accessibilité la plus simple, quoi. Alors. J'ai ma petite idée. Ah ouais? Ok. Je vais faire par élimination. Tout ce qui est Asie, Europe de l'Est, pas forcément. Ça, j'enlève. Je resterai plutôt Europe, parce que j'ai pas fait tout ce qui est États-Unis. Du coup, Asie et accessibilité, on peut parler des tatouages. Ah oui, si vous êtes tatoué, compliqué, il n'y a pas trop de salles de force. Surtout au Japon, du coup. Ouais. Je pense que c'est plus un des pays nordiques, peut-être. Okay. En soi, en France, on est quand même bien. Hein. Ouais. Franchement, c'est vrai. je pense que je pourrais même dire France. Ok. En réalité. Et États-Unis je suis jamais allé. Ok. Du coup, je peux pas me dire. Mais je sais que aux États-Unis, il y a des salles de fou. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est un très bon pays pour ça. Mais moi, les pays que j'ai fait, franchement, en France, je pense que c'est là où il y a le plus de salles maintenant accessibles, disponibles à tout le monde pour la FA et forcément pour le street à côté. Après, certains pays nordiques, genre Suède, sinon c'est là où il y a les cours, donc il y a quand même du bon matos. Mais pour avoir fait quelques salles là-bas, même en Norvège, il n'y en a pas tant que ça non plus. Et c'est souvent des caves souterraines, etc. Des grottes mystiques. C'est pas non plus le meilleur. Niveau matos, ils sont bien. Mais en vrai, je pense que France. Ok. Mais écoute, on est bien à la maison alors. Ouais. C'est cool. Je pense que c'est parfait. Ça marche. Franchement, maintenant, dans la plupart des villes, tu as au minimum une salle commerciale, mais c'est pas optimal. Mais tu as au moins un fitness park, un basic fit. Ouais. C'est pas du tout du matos spécifique, mais au moins on a de quoi faire le taf. Et ça fait quand même plaisir plutôt que d'avoir rien et devoir attendre. Mais surtout quand tu débutes. Tu t'en fous d'avoir du matériel calibré. Et bon, maintenant, les athlètes sont un peu des princesses. Du coup, ils viennent de débuter la force, il leur faut la barre de force, tout le matos calibré, etc. Ouais. Mais en réalité, t'as pas besoin de tout ça quand tu débutes. En vrai, France, n'importe où tu habites, sauf si t'es vraiment à la campagne perdue, ça peut être compliqué, mais dans tous
plus ou moins grande ville, tu as au moins une salle commerciale. Et maintenant, tu as plus ou moins à chaque fois une salle de force. J'espère que ça sera pareil niveau street aussi, que ça va continuer à se développer, hein. Déjà, qu'il y ait de plus en plus de salles un peu comme celle de Lyon, là, de Théo. Et voilà, parce que faire des grands écarts en type ces tractions avec les bumpers, c'est un peu compliqué pour parfaire. C'est pas la même chose, c'est sûr. Nous aussi, on veut être des princesses. Ça va arriver, petit à petit. J'espère bien. Ok, dernière question pour moi. Last one. Un peu dans le même principe que celle que j'ai posée pas avant, encore avant. Ce que tu Une question préfères. encore pire peut-être. Non, non, ça va. Ok. Ce que tu préfères, c'est que tu aimes le moins dans ton métier de coach. Et là, je parle plus de coach en ligne. Ok, d'accord. Donc, ce que tu préfères là. Ben, déjà, pour commencer, ça fait pas très longtemps que je fais ce métier. Donc, niveau tout ce qui est un peu négatif, honnêtement, pour l'instant, j'en ai pas eu. Enfin, j'ai rien qui me laisse dire que ça, j'aime pas ou ça va, tu vois. Ok. Franchement, en plus, les athlètes que j'ai, ils sont vraiment cool. Ils progressent bien là pour l'instant, donc moi, ça me motive et ils sont intelligents dans leur façon de faire et donc, moi, ça me va. Qu'est-ce que tu penses pourrait être un problème pour toi? Ouais, bah, par exemple, ça m'est pas arrivé, mais on en a déjà parlé, tomber sur un athlète qui est vraiment pas du tout sérieux. Bon, enfin, tu sais, t'as pas l'impression de. T'as l'impression d'être un arnaqueur du coup, tu sais. Le mec il te paye et il t'envoie rien comme vidéo, ou alors il t'envoie des trucs en mode. Enfin, la moitié de son travail, il note pas ses charges et tout. Ouais, je pense que moi, ça m'embêterait pas mal quand même parce que bah, c'est pas mon, enfin, c'est pas ça mon taf, c'est pas ça que je recherche avec lui. Si je veux le faire progresser, je veux le suivre au maximum et surtout si je lui fais une prog, je veux être là pour vraiment l'orienter là où je voulais pendant la conception de cette prog, faut que je sois avec lui pour le suivre, quoi. Ok. Ça, ouais, j'ai vraiment pas hâte que ça m'arrive. Et du coup, au niveau côté positif, ben, franchement, c'est de voir que le temps qu'on a passé à faire une programmation et un suivi, ça rend des gars heureux parce qu'ils atteignent leurs objectifs. Et surtout, ça les rapproche petit à petit de ce pourquoi ils ont commencé ce sport, par exemple. Donc, l'ayant vécu en tant qu'athlète avec Alexis, par exemple, mon coach, euh, ouais, ça fait vraiment plaisir et je ressens pas la même chose que eux. Donc, voilà. Les faire progresser tout simplement, ça fait vraiment plaisir au niveau en tant que coach et pour eux, ça me convient très bien comme aspect positif du truc. Réponse totalement validée. Merci. Fin de la vidéo. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. Merci beaucoup.